toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et pour ce nouvel épisode est enregistré depuis toujours le sommet de l'OTAN à La Haye, toujours depuis le magnifique studio qui est mis à notre disposition. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'amiral Pierre Vendier, Supreme Allied Commander Transformation de l'Alliance. Donc bonjour amiral, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue à nouveau dans le podcast. Bonjour. Alors je peux rappeler que la dernière fois qu'on vous a entendu à ce micro, qui n'était d'ailleurs pas du tout celui-là, vous étiez à l'époque chef d'état-major de la Marine. Et pour commencer, donc, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer cette fonction qui n'est pas toujours extrêmement clairement connue en France, qui est celle que vous occupez? Je rappelle au passage que depuis le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2009, elle est toujours occupée par un officier français. Jusqu'à vous, c'était des aviateurs, des anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air, et de l'espace. Et vous êtes le premier marin à l'occuper. Donc, en quoi est-ce que ça consiste exactement à l'usage? La transition a été douce parce qu'ils l'ont donné à un marin du ciel. Donc, j'ai des ailes sur la tenue. C'est moins dur pour les perturbe pour le changement. En fait, ACT, donc Allied Commander Transformation, Allied Command Transformation, en fait, c'est un des deux commandements militaires de l'OTAN. Il y a deux commandements. Il y en a un qui est commandé par un général américain, SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, et un autre, donc moi, pour la transformation. En fait, ce commandement, il s'occupe de tout ce qui est la vision stratégique de long terme, il s'occupe de la doctrine, il s'occupe du développement capacitaire et il s'occupe de l'innovation. Donc on fait tout un continuum entre regarder loin et avoir les pieds un peu dans le cambouis de l'innovation. Et donc en fait, c'est ça qui fait le continuum et la crédibilité de l'Alliance, puisque en fait, on a 32 armées. Et ça ne va pas de soi de les faire marcher. Ce n'est pas une plaque de Lego sur laquelle on branche des trucs. Il faut vraiment donner des coups de lime un peu partout pour qu'à la fin, les plans de SACEUR fonctionnent. Et donc, en fait, on le fait, donc SACEUR le fait au quotidien, c'est le fight tonight. Et nous, on le fait pour le futur, pour demain, puisqu'on a des nouvelles technologies qui arrivent. Et il faut bien que, par exemple, le monde des drones soit compatible entre les 32 alliés, le monde de l'espace, le monde de l'IT fonctionne pour une alliance et pas uniquement pour des nations. Alors justement, là, il y a cette espèce de grand projet qui est le NDPP, le Planning Process de l'Alliance, le NATO Defense Planning Process. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que c'est un truc dont on parle très peu, voire jamais en France, qui est une sorte de, j'oserais presque dire une LPM à l'échelle de l'OTAN, et qui est directement votre responsabilité. Et c'est par ailleurs des cycles assez longs qui sont extrêmement structurants pour l'ensemble de l'Alliance. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment ça fonctionne depuis là où vous vous trouvez? Alors, c'est un cycle qui dure 4 ans, qui se renouvelle, un peu comme une machine à laver, qui tourne. Donc là, on est dans la phase 4, on termine juste la phase 3. Donc en fait, on commence par ce qu'on appelle le Politic Guidance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un document politique qui est endossé par les 32 nations au niveau du Conseil et qui dit où est-ce qu'on veut aller. Donc nous, on contribue à ça. On contribue par l'analyse stratégique. On alimente ça. Et donc, on permet d'arriver sur un document qui est la vision stratégique à 5 ans, à 10 ans, qui irrigue, en fait, c'est le cap, c'est l'étoile du berger. Et puis ensuite, on rentre dans un processus où, en fait, on va décliner cette ambition d'une manière, donc, à partir du dernier cycle, qui est lié au plan. C'est-à-dire que les plans de SACEUR, les plans militaires, vont servir de base à l'analyse des capacités nécessaires. Prendre une image, on commence par faire le menu, donc SACEUR fait le menu, et on transfère le menu en liste de courses. Et ensuite, on répartit la liste de courses aux 32 nations avec des grilles qui correspondent à leur effort de défense, à leur PIB, à leur capacité existante, à leur géographie, parce qu'on ne va pas demander à un pays qui est au centre de l'Europe d'avoir une marine, par exemple, on ne fait pas ça. Et donc, à la fin, on arrive, et c'est ce qu'on a fait cette année, 32 nations qui ont un Blue Book, en fait, qui ont une liste de courses qui leur est donnée. Et lors de la ministérielle, donc le format du Conseil qui réunit tous les ministres de la Défense, le 5 juin dernier, ils ont tous adopté les capacités de ce cycle. Donc ça marche comment? Non mais la répartition, c'est-à-dire littéralement... Alors, parce que c'est hyper intéressant, parce que les plans de défense sont quand même souverains par les pays. Les plans, ce sont ceux de SACEUR. Oui, mais je veux dire, chaque pays a ses plans de défense, a des visions capacitaires pour son armée, etc. Et ensuite, il y a quand même quelque chose il faut remplir un contrat qui est le contrat de l'Alliance. C'est-à-dire comment est-ce que ce process, donc qui est hyper récent pour vous, comment il se fait ce dispatching et comment est-ce que vous mettez en cohérence en quelque sorte les visions que chaque pays a pour lui-même et l'espèce de grand plan d'ensemble? Alors ça, c'est au pays de le faire. C'est-à-dire que typiquement, vous prenez le cas de la France, elle a toute une partie de ses capacités qui sont liées à la dissuasion nucléaire. Ça ne rentre pas dans le plan de SACEUR. Il n'a pas de plan, la France n'est pas dans le groupe des plans nucléaires. Donc elle développe ses propres capacités. En revanche, elle a dit oui au plan de SACEUR. Elle a dit OK, les plans me vont, on est d'accord avec ça. Donc ça a été adopté dans un sommet. Et ensuite,
nous, SET, on a des grilles qui ont été choisies par les alliés qui répartissent l'effort avec un certain nombre de critères. Donc il y a beaucoup de critères, c'est des matrices un peu compliquées. Et on arrive ensuite devant chaque nation et on discute. C'est-à-dire qu'on va voir les 32 pays, ce qu'on a fait de décembre à avril. On a vu 32 pays et on a été leur dire, voilà ce que donne la grille. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on adapte? Donc il y a eu des discussions qui sont faites pays par pays et ensuite des discussions par groupe de pays, de manière à avoir de pouvoir dire, OK, eux, ils ne donnent pas ça, on va pouvoir appuyer là, etc. Donc une vraie négociation, un peu comme quand vous faites un grand pique-nique et vous mettez d'accord sur qui va apporter les chips, qui va apporter l'eau, le jus d'orange ou le jambon. Voilà. Et dans quelle mesure est-ce que c'est public, ça? C'est-à-dire, dans quelle... Ouais. C'est secret, c'est-à-dire que si vous voulez, les capacités en elles-mêmes sont netto secrètes. Donc c'est-à-dire que le détail, on ne va pas communiquer à nos adversaires la liste de ce qu'on a prévu. Donc le menu est à peu près connu. Enfin, vous direz, les plans sont secrets aussi, mais la liste de courses, elle reste secrète. D'accord. Et alors, comment on fait ça? C'est hyper intéressant parce que l'Alliance est au milieu, dans la foulée aussi de très grandes transformations, de pays admis, de pays nordiques, Suède et Finlande. C'est hyper intéressant parce que ça change la géométrie, ça change la géographie de l'Alliance qui est forcément plus tournée vers la Baltique désormais, mais avec un centre de gravité qui forcément se décale un peu vers le nord. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pense, disons, la structure générale, l'architecture globale de l'Alliance pour prendre en compte ces nouvelles pièces dans le puzzle, en quelque sorte? Alors, c'est l'importance du travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle en anglais le strategic foresight. Donc, en fait, on a un certain nombre d'études qu'on finance avec les académiques, en fait, avec des think tanks, avec un certain nombre de gens qui nous servent de substrat. Ensuite, on fait beaucoup d'activités de jeux de guerre, de wargaming, où, en fait, avec des équipes de spécialistes des pays adversaires, donc des gens qui ont vraiment un vrai background, on joue les plans et on essaie de regarder comment ces plans peuvent être déjoués, en fait. Donc on voit les fragilités et du coup on peut dire à l'Alliance, voilà le domaine dans lequel il faut avancer, voilà les évolutions qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc on voit par exemple l'éruption des nouvelles technologies et comment aujourd'hui en fait on voit le nombre de cas d'usage tactique exploser. On l'a vu avec Spiderweb, on le voit avec ce que font les Ukrainiens. Donc l'opération ukrainienne avec les drones. Voilà, qui ont cassé des avions stratégiques sur pas mal de bases. Donc on voit bien aujourd'hui que le portefeuille de cas tactiques est en train de s'ouvrir, qu'on a quasiment une continuité totale entre la défense intérieure et la projection de puissance. On voit que ces drones, en fait, ils peuvent à la fois vous attaquer à l'intérieur, vous attaquer à l'extérieur. Voilà, donc il y a une prolifération de technologies et donc on a aujourd'hui, on prend ça en compte. Et donc le prochain cycle va encore prendre ça plus en compte avec des études qu'on est en train de faire sur le mix capacitaire, c'est-à-dire entre les capacités, on va dire les grosses plateformes qui prennent du temps à être fabriquées et les capacités plus légères qui sont soit sur des affaires de logiciels, de cyber ou sur des affaires de robotique. On va revenir une seconde sur l'innovation parce que c'est hyper intéressant et c'est aussi intéressant que vous soyez aux États-Unis, c'est-à-dire au contact d'un écosystème comme ça, mais juste pour rester sur cette question de l'architecture générale de l'Alliance, un peu avec des trucs mouvants, c'est-à-dire vous avez ce contrat, vous avez ces cycles, et en même temps il y a une certaine inconnue qui est le fait qu'on parle depuis un certain temps d'une volonté américaine de réduire leur effort et de réduire aussi par exemple leurs troupes en Europe. La question, peu importe, ça arrivera ou ça n'arrivera pas, je ne veux pas vous demander de vous exprimer là-dessus, mais la question c'est comment est-ce qu'on fait un plan global d'ensemble qui intègre dans une certaine mesure cette inconnue, cette incertitude, parce que si l'effort américain diminue, forcément, il va y avoir un jeu de vases communicants et un effort à augmenter pour les autres États membres. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, et les États-Unis ont été extrêmement clairs, y compris l'administration Trump depuis qu'il est arrivé, c'est qu'il n'y a pas de désintérêt ou de désengagement. Les États-Unis ont un problème de fond, et d'ailleurs qui va devenir le nôtre aussi, c'est que l'augmentation du niveau de violence et de stock militaire qu'il y a sur cette planète font que les États-Unis eux-mêmes ne peuvent pas à la fois traiter l'Asie, leur nation, le Proche-Orient et l'Europe. Et donc ils ont dit très clairement, et c'est pas Trump qui l'a dit, c'était bien avant lui, les Européens vont devoir prendre en charge leur propre sécurité de manière plus importante. Ça ne veut pas dire que les Américains ne sont pas là, que certaines capacités que les Européens n'ont pas ne seront plus là, mais ça veut dire que le niveau d'effort des Européens en comparaison de celui des Américains doit changer. Aujourd'hui, si vous voulez, les Européens sont un peu les passagers clandestins de leur propre sécurité. Je dis souvent, quand j'explique ça à mes enfants, je dis l'OTAN, c'est un immeuble de 32 étages. Vous avez un magnifique penthouse américain au 32e, qui a une piscine à débordement qui sert de réserve incendie pour tout l'immeuble. Et en dessous, comme ils se sont dit que c'était à peu près safe, ils ont acheté que des détecteurs à incendie au mec du 32e.
Voilà. Et aujourd'hui, la piscine est à moitié vide. Le gars du 32e dit j'ai autre chose à faire dans un autre immeuble. Et maintenant, il faut se payer des camions pompiers, des extincteurs. Mais du coup, quand il s'agit de planification et quand il s'agit de tout ça, il y a quand même une sorte d'inconnu, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vous êtes sur un cycle qui, enfin, vous l'avez dit, il y a des matrices extrêmement compliquées comme répartition des charges en fonction, parce qu'on donne des contrats à chaque pays en disant il faut que vous ayez ça, 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 ça. Et en même temps, il y a aussi la possibilité qu'il faille monter en gamme à un moment au milieu de cycle. Alors, voilà, comment est-ce qu'on gère cette incertitude au sein de l'Alliance, quoi? Alors aujourd'hui, il y a un vrai dilemme qui est celui du temps. C'est-à-dire que le temps du réarmement est un temps à la décennie, en fait. C'est-à-dire que pour acheter un terrain, y construire une usine, y recruter des ouvriers et produire, on est sur des échelles de temps de 5 à 10 ans. Donc cette impulsion va être donnée au sommet. C'est l'ambition des 3,5 défense plus 1,5, donc les 5%. Ça va prendre du temps. Et donc on est dans une course, et c'est pour ça que l'innovation est importante, parce qu'elle est d'abord aux mains de nos adversaires. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est aussi une solution pour nous de résoudre des cas opérationnels tout de suite, sans attendre. Je prends un exemple. En ce moment, nous avons, nous, ACT, loué 40 drones de surface, donc des petits bateaux, qui sont en Baltique. On a pu faire ça en 3 mois. Et aujourd'hui, on est capable de faire des compléments à des forces de surface qui n'ont pas les moyens, le personnel ou le nombre de bateaux pour faire une mission qu'on peut faire avec des drones. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit bien que pouvoir associer des capacités pilotées avec des capacités non pilotées, avec en plus des couches d'intelligence artificielle, en fait, ça vous permet de faire tout de suite un niveau d'opération qui ne serait accessible que beaucoup plus tard. Ça fait quoi parce que vous êtes passé de chef d'état-major de la marine, donc vous avez connu alors le réarmement, enfin l'inversion de la courbe, mais enfin bon, vous avez connu quand même des capacités de défense avec un horizon idéal de 2%, et là d'un coup on passe à 3,5 plus 1,5 et tout ça sous votre coordination, appelons ça comme ça. Ça fait quoi de passer de l'un à l'autre? C'est-à-dire votre même ressenti, quoi, après avoir vécu toutes ces années de vache maigre et avoir géré une remontée en puissance progressive, l'idée que là, si c'est tenu sur la durée, etc., il y a quand même une manne qui va arriver très rapidement, avec aussi une question de comment on fait pour avoir des gains qui soient marginaux, qui ne soient pas décroissants. C'est-à-dire parce qu'il faut aussi savoir dépenser. C'est bien de dépenser, il faut aussi savoir dépenser. Et ça relève aussi de vous. Alors si vous voulez, entre 2015 et 2025, on est passé d'un budget en descente qui allait vers les 1,5% en moyenne sur l'OTAN, à un truc qui va remonter à 3,5 à la fin de la décennie. À peu près. Et donc ça montre un peu le niveau de changement de cap et de changement de météo actuel sur la géopolitique internationale. Donc, si vous voulez, la responsabilité qui est la mienne, c'est de faire les bons choix, c'est de guider vers les bons choix, de faire à ce qu'on met l'argent, il faut le mettre sur les bonnes choses, pas la technologie d'hier, et il faut aller vite. Si vous voulez, je prends un exemple qui va être simple. On est en 1914, vous demandez à un état-major de quoi il a besoin en plus. Il va vous dire, j'ai besoin d'infanterie, j'ai besoin de canons tractés, j'ai besoin de chevaux, j'ai besoin de cavalerie. Il ne va pas vous parler de sous-marins, d'avions de chasse ou de chars. Voilà. On est un peu à un moment comme ça, c'est-à-dire que nous, on voit, si vous voulez, plein de conflits, on voit les choses changer, on a le temps de l'analyser, et aujourd'hui, il faut l'amener dans la planification. Il faut faire que les états-majors ne se concentrent pas uniquement sur des capacités existantes. C'est sûr qu'il faut des munitions, il faut plus de ce qu'on a aujourd'hui, mais ça ne suffira pas. Et aujourd'hui, on voit que la guerre va se faire avec des combinaisons de couches, donc ce qu'on appelle les opérations multidomaines, où simultanément, il faudra manœuvrer dans l'espace, dans les 3 milieux physiques, dans le cyber, dans l'IT. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, demande une énergie de conception, d'organisation, d'entraînement, qui est extrêmement importante. Et c'est vraiment le travail qu'on fait en ce moment. C'est très intéressant parce que vous parliez de ce changement d'air, c'est aussi dans une certaine mesure un changement d'acteur. Et on sait qu'aux États-Unis, donc vous êtes basé à Norfolk, je le rappelle, donc aux États-Unis, il y a un changement dans, appelons ça la BITD américaine, c'est-à-dire un basculement. Alors il y a toujours Lockheed Martin, Raytheon, enfin ils n'ont pas disparu, ils vont pas disparaître, mais il y a aussi énormément de boîtes qui montent, etc. Qu'est-ce que il y a aussi des choses en France, mais ça n'a évidemment pas du tout la même portée. Disons, qu'est-ce que le contact direct et l'observation directe de ce qui est en train de se passer d'un point de vue industriel aux États-Unis vous inspire en gros sur le changement de l'écosystème de l'armement aussi?
Alors, en l'espace de la chute du mur en 91 à aujourd'hui, en fait, on est passé de plus d'une centaine de boîtes de défense aux États-Unis à 5 primes, 5 gros, qui sont devenus assez lourds, qui font des choses compliquées, Boeing, Raytheon, Lockheed Martin. On peut dire que ça a été un effort de rationalisation Oui. à la fin de la guerre froide. On a parfois appelé ça le Last Supper, c'est-à-dire une scène qui se serait passée au secrétariat de la Défense où il aurait été dit qu'il fallait se regrouper pour ne pas disparaître dans une période où les budgets allaient décroître. Voilà, là on est à... Et donc ça, cette période, en fait, first breakfast après de Last Supper. Voilà, on est un peu à la fin. Ça a été un peu la même chose en Europe. On a quand même des grosses compagnies. Et on voit aujourd'hui que la tech, qui est côte ouest, beaucoup, Silicon Valley, en fait, c'est tourné vers la défense. Et aujourd'hui, la technologie qu'elle a développée pour le monde civil a des propriétés duales. Quand vous avez un satellite qui observe la déforestation, il va pouvoir vous observer les tranchées en Ukraine, il va pouvoir vous regarder ce que les Russes construisent le long de la frontière de la Finlande. Vous avez les drones ont été inventés pour des objets de plage et de vidéo et de cinéma. Ça devient des armes. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui dual use, comme on dit, donc capacité duale. Et donc on est dans ce moment où la new tech est en train d'investir le monde de la défense. Et aux États-Unis, ça prend la forme d'un combat assez violent entre, on va dire, l'ancien monde et le nouveau monde, qui se fait à coup de venture capitalistes, de gens qui mettent des milliards sur les nouvelles compagnies, de procès d'avocats et de combats d'état-major. Voilà, donc aux États-Unis, c'est relativement violent. De combats d'état-major, c'est-à-dire certains états-majors qui favorisent plus certains types d'acteurs et d'autres qui... Ce sont des jeux d'influence, c'est-à-dire que vous avez quand même le monde historique qui a bien ses racines un peu partout, qui lutte pour ne pas donner accès au marché. Vous avez par exemple Elon Musk, pour prendre un exemple. Une fois que sa fusée était au point, il n'a pas eu accès au lancement de défense. Il a recruté des avocats avec l'argent des startups. Il a fait les procès au ministère de la Défense. Il a eu accès au lancement. Donc on voit bien, voilà, aux États-Unis... Au fond de lancement, au fond... Donc il a pu lancer les satellites militaires. Parce que c'était son objectif, parce que c'était une manne très importante. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ce monde-là, la New Tech, se bat pour avoir accès au marché et donc avoir sa place dans les produits de défense. Ils vont y arriver parce que, en fait, vous regardez, je vais prendre un exemple simple, c'est la marine chinoise par rapport à la marine américaine. Aujourd'hui, la marine américaine, à cause de problèmes industriels, n'arrive pas à croître. Donc elle arrive à remplacer ses bateaux, pas très vite. Donc la flotte vieillit, mais elle n'arrive pas à croître en volume. Pendant ce temps-là, la marine chinoise croît. Et avant la fin de la décennie, la marine chinoise aura 2 fois la taille de la marine américaine. Donc ils savent qu'avec l'industrie classique, ils ne vont pas y arriver. Donc aujourd'hui, c'est simplement les sujets d'espace, les sujets de robotique, les sujets d'IA qui permettent de trouver des tactiques qui vont permettre de régler ce problème, d'avoir des concepts militaires qui vont pouvoir faire face à une marine pléthorique d'un côté, et eux avec une sorte de frugalité d'emploi des moyens, mais plus d'intelligence. C'est amusant parce qu'on rejoue un peu la révolution dans les affaires militaires des années 80, c'est-à-dire l'idée que face à la masse, à l'époque c'était pensé comme la bataille terrestre, face à la masse des soviétiques, il faudrait basculer sur l'hyper-technologique pour compenser ce déséquilibre des forces. Là, le tableau que vous nous dessinez, c'est potentiellement quelque chose un peu comparable, mais dans le domaine naval. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'affordable mass, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, la production qu'on a par exemple dans le monde automobile ou dans le monde de l'IT vous permet de faire des milliers d'objets pour des prix tout à fait raisonnables. Donc aujourd'hui, si vous voulez construire un drone coûte quelques dizaines de milliers de dollars et on peut en faire comme des petits pains. On a rencontré des patrons de boîtes qui prévoient d'en faire 3-4 000 par an. Donc, si vous voulez, on voit que ce monde de la tech va produire ou est en train de produire de la masse à bas coût. On ne peut pas produire 10 000 Charles Leclerc en France, ça mettrait 40 ans et ça coûte beaucoup trop cher. En revanche, de faire des drones d'accompagnement qui vont faire que votre Charles Leclerc, brutalement, va être beaucoup plus dangereux pour les mecs d'en face parce qu'il est accompagné de drones qui sont quand même bien pensés, ça c'est possible et vous allez en produire peut-être 50 par char. Et de ce point, donc ça, c'est la révolution qui a lieu aux États-Unis. Et puisque votre fonction est structurellement à cheval à travers l'Atlantique, si je puis me permettre, qu'est-ce qui manque en Europe pour que ça arrive? D'ailleurs, est-ce que vous pensez que ça arrive en Europe dans une certaine mesure? Est-ce que, puisque c'est la question, je voyais encore récemment que Anduril, donc la start-up américaine, se lançait en Europe, allait de plus en plus se lancer en Europe. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a intérêt à une rationalisation de tout ça à l'échelle de l'Alliance, c'est-à-dire des très gros qui fournissent aussi des 2 côtés de l'Atlantique? Est-ce que vous pensez qu'il y a intérêt à avoir un écosystème européen qui soit propre? Et si oui, qu'est-ce qui manque encore à... Pourquoi il n'y a pas l'écosystème start-up défense en Europe de la même manière que celui qu'on a vu aux États-Unis? Alors, le marché de défense européen, il est très fragmenté.
Et en fait, vous savez que l'article 4.2 du traité de l'Union européenne fait que les prérogatives de défense sont des prérogatives nationales. Ce n'est pas l'Union européenne qui le fait. Elle peut aider, mais en fait, fondamentalement, c'est la responsabilité des nations. Et en fait, les nations, surtout celles qui ont encore des industries d'armement, sont tournées vers leurs besoins stratégiques propres et vers l'export, qui est un marché compétitif. Donc vous avez 2 pays européens, ils se battent pour vendre quelque chose de similaire à l'export. Aujourd'hui, le NDPP, donc la loi de programmation de l'OTAN, crée un marché intérieur. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui les 32 pays, et donc les 30 qui sont en Europe savent ce dont ils ont besoin. Donc ils ont une opportunité de s'organiser et de consolider le marché. La deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui une réglementation européenne qui était quand même globalement anti-défense. Vous avez ESG, donc c'est les règles européennes sur l'écologie, sur le social, sur la gouvernance, qui ont fait que les fonds n'avaient pas envie d'investir dans la défense. Ça, c'est en train de changer. Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde le truc de près, en fait, ça n'était pas interdit non plus par les critères ESG. C'était plutôt des questions de surconformité et c'était une question beaucoup plus culturelle que réglementaire sur ces investissements en défense. Dans les faits, si vous voulez, les fonds ne se portaient pas sur des activités qui n'étaient pas ESG. Le tampon est devenu une norme, en fait. Donc, on voit aux États-Unis, il n'y avait pas ça. Mais donc, en Europe, c'est devenu un peu un frein. Donc, c'est en train de changer. Le patron d'Euronext, par exemple, a dit le New ESG. Euronext, c'est une place d'échange. Enfin, c'est des réglementations d'échange de fonds européens, quoi. Voilà, donc c'est sécurité géopolitique. Voilà, c'est ça aujourd'hui où il faut que ça revienne, c'est-à-dire que la sécurité est un investissement du futur, surtout pour notre jeunesse. Et donc on ne peut pas exclure les investissements d'avenir, d'autant plus que beaucoup de technologies sont duales. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a unifier le marché de défense, faire qu'on ait des commandes globales. Il y a simplifier l'espace réglementaire, faire que les normes qui s'appliquent aux affaires civiles ne soient pas des normes qui, en fait, retardent l'investissement de défense. Ça, on a pu le mesurer sur pas mal de sujets. Et puis après ça, il y a une affaire de mindset et d'accès des nouvelles technologies au marché. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que les États se disent je vais réserver de l'argent pour les nouvelles technologies, je ne vais pas acheter que des trucs que j'avais déjà et que je vais prendre en plus. Et ça, vous avez l'impression que ça avance assez vite, c'est-à-dire il y a les changements capitalistiques, il y a les changements capacitaires, il y a les changements culturels, ce qui sont 3 temporalités assez différentes. Vous avez l'impression que là, il y a quelque chose qui est en train de basculer ou qu'on est encore au milieu du chemin, quoi? Quand je vois les discours il y a 1 an et ceux d'aujourd'hui, je pense qu'on a fait un bon virage. C'est toujours la question de la vitesse, qu'on va assez vite pour rattraper notre retard, parce qu'on est en retard. Nous, les Européens, nous, l'Ouest, de manière générale, on est en retard. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont accéléré bien avant nous et qui ont aujourd'hui, sinon de l'avance, en tout cas au moins déjà de la parité technologique et de la parité de masse. Donc notre crédibilité militaire aujourd'hui s'est beaucoup érodée et donc il va falloir travailler pour être à l'heure. Donc le virage a été pris. Après, c'est toujours difficile de... Si vous voulez, j'ai rencontré la directrice de l'innovation du MI6 l'année dernière, qui est une femme... Donc le renseignement extérieur britannique. Voilà, c'est donc les services secrets britanniques, et elle est responsable de l'innovation. Et cette femme, elle n'est pas scientifique. Elle a un PhD, un doctorat de sciences sociales. Et elle nous a dit, et je pense que c'est très juste, en fait, tout ce virage, c'est une question de comportement, c'est une question de mindset. C'est donc dans notre tête que ça se joue. Plus vite on changera et plus vite on regardera le monde tel qu'il est et pas tel qu'on le rêve, plus vite on sera capable de faire les bonnes actions sans trop palabrer. Et enfin, peut-être pour terminer, parce que vous êtes évidemment très très occupé par ce sommet de l'OTAN, disons feu roulant, si je puis dire, j'avais envie de vous demander trois choses qui vous ont surpris en prenant la fonction de SACTI. Alors, la première chose que j'ai trouvée étonnante, et c'est quand j'ai eu les briefings, quand j'ai pris mes fonctions, c'est l'extraordinaire liberté de ton et de diversité d'approche qu'on a dans l'OTAN. Et en fait, c'est une force considérable. C'est-à-dire que quand vous mettez autour d'une table mon chef d'état-major qui est un Anglais, un spécialiste des capacités qui est un Américain, vous mettez un Finlandais qui vient de rentrer dans l'Alliance, un Suédois et un Turc autour de la table pour discuter de choses, vous avez un point de vue qui est extrêmement intéressant, qui est beaucoup plus complet que celui que vous avez quand vous regardez simplement vos problèmes de nation. Et c'est l'extraordinaire franchise, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas noter ces gens, je ne les note pas, je ne les fais pas progresser en grade, ils ne me doivent rien, si ce n'est la vérité, si ce n'est leur engagement. Et du coup, ça donne une extraordinaire vivacité, vigueur au débat intellectuel.
Et donc, on fait des brainstorms où les gens sont capables de dire « mais non, chef, on n'est pas d'accord avec toi ». Voilà. Et donc, on avance beaucoup. Vous n'étiez pas habitué en tant que chef d'état-major de la marine, vous aviez perdu l'habitude. C'est moins facile. Les gens me devaient plus quand j'étais chef. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, on a quand même aujourd'hui une grande diversité culturelle et c'est ça qui est la force de l'Alliance. Donc ça m'a beaucoup surpris. Après, ce qui m'a surpris, c'est à la fois la force et la faiblesse de la loi du consensus. Donc vous savez qu'en fait, rien ne se fait si les 32 ne sont pas d'accord. Et donc, ce qui est à la fois une énorme fragilité, parce qu'en fait, de temps en temps, il y en a un qui ne veut pas. Il faut vraiment tout mettre pour aller le convaincre. Mais une fois que vous avez fait quelque chose, il n'y a plus personne qui peut vous dire qu'il n'était pas d'accord. Et donc, on a quelque chose qui est très incrémental. Ça ne va pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait, mais une fois qu'on avance, on ne peut pas aller en arrière. Voilà. Et ça, c'est une extrême... c'était une découverte. Et donc, développer l'art de la négociation. Développer l'art de la conviction. Donc ça demande un énorme travail. Je passe mon temps dans les avions à aller entre Norfolk et Bruxelles et les nations pour essayer, quand mes dossiers n'avancent pas bien, d'aller convaincre qui est un ministre, un chod ou un représentant permanent, un ambassadeur auprès de l'OTAN. Voilà, en même temps, vous disiez ce matin dans un panel que j'ai regardé, c'est quoi? Il ne faut pas dire que les choses sont des missions, il faut dire que les choses sont des activités. Des activités. Ça, c'est le SecGen qui disait ça, oui. Ouais, c'était le SecGen qui disait ça, pardon. Et que, en fait, on apprend aussi à jouer un peu avec la règle de l'unanimité et du consensus, parce qu'en fait, il y a des choses qu'il faut faire avancer quand même, et que en fait, c'est aussi une grande machine, et qu'il faut apprendre à jouer avec. Voilà. Et la dernière surprise, et je suis toujours ébahi par ça, c'est que moi, j'imaginais que l'OTAN était un truc très compliqué, un peu comme une gigantesque bureaucratie, et c'est vrai à certains égards, mais ce qu'on a pu faire cette année montre qu'en fait, on a été plus vite que ce que j'imaginais moi-même faire en France. C'est-à-dire que la Task Force X, on a fait ça en 3 mois. On a loué un service de satellite en 1 mois. On a fait, la Task Force X, c'est donc la Task Force de drones qui est actuellement en mer, en Baltique. On a loué 40 drones qui sont en train de naviguer en Baltique. Il y en a qui suivent des bateaux russes en ce moment. On a réussi à faire le contrat, donc l'allocation, la mise à l'eau et 1 mois d'expérimentation. Tout ça dans un temps compact de 3 mois. En moins d'1 mois et demi, 2 mois, on a réussi à louer un nouveau service spatial pour Shape. Et là, je reviens de Tallinn. C'est donc l'état-major intégré de l'OTAN à Mons. Voilà, merci de faire la traduction. C'est mon métier. Et là, je reviens de Tallinn, où on a fait un challenge d'innovation pour les bombes planantes russes. On est parti de 70 entreprises. On est arrivé à 3. On a fait les tests. Pour les intercepter, j'imagine. Pour les intercepter. On a fait donc ce challenge. On est arrivé à 3 entreprises qu'on a sélectionnées. On a fait les tests en France avec l'aide de la DGA qui a été très très proactive, qui nous a bien soutenu. On a pu montrer que ça marche et l'entreprise donc qui a gagné part en Ukraine faire son contrat. Donc on va très très vite. Et donc c'est pas parce que c'est compliqué en fait qu'on va pas vite. Et je trouve que c'est presque une leçon. Je mets les nations au défi d'aller aussi vite que nous. Si elles le font, je serais très content parce que ça veut dire que toute l'alliance sera accélérée. Et justement, pour terminer, donc 2 choses que vous aimeriez changer, ou en tout cas que vous aimeriez qu'elles aient changé quand vous quitterez vos fonctions. Alors, on a un énorme sujet qui est la transformation numérique de l'OTAN, parce qu'en fait, on voit bien que les militaires ont aujourd'hui une dette numérique qui est entre 5 et 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire une dette? C'est-à-dire qu'en fait, entre l'état de l'art militaire, je veux dire, globalement, et l'état de l'art technique civil, aujourd'hui, il y a quand même un sacré gap. Et donc, il faut qu'on puisse faire cette transformation qui est compliquée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille dans des univers de cloud sécurisés. Il faut qu'on ait des notions de flux de données beaucoup plus fluides qui permettent de faire tourner des routines d'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite et avoir moins de gens dans les états-majors. Voilà. Et donc ça, c'est l'énorme challenge. Si on y arrive, il faudrait qu'on y arrive en 18 mois, 2 ans, pour qu'après, on ait des effets de transformation d'échelle, et que tout ce qu'on branche, les nouvelles capacités, puissent bénéficier en fait de ce rouleau compresseur de ce qu'on appelle l'IT, des technologies de l'Internet, pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Une dernière ? Et après, je pense que c'est ce mélange entre l'innovation et on va dire la grande industrie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on construise la base industrielle 2.0. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies qui arrivent, il faut absolument qu'elles soient bien développées, que ce ne soit pas uniquement de l'innovation de salon, des trucs qu'on dit, voilà, on le voit au Salon du Bourget, ou on le voit au concours Lépine. Il faut que ça rentre dans les systèmes et que l'apprentissage, l'adaptation soit un processus permanent de nos armées. C'est-à-dire que le plan, c'est bien, mais savoir s'adapter, c'est encore mieux. Et on a vu avec l'Ukraine, si on n'apprend pas à s'adapter, en fait, on meurt. Et il faut que cette routine d'adaptation devienne l'ADN de notre alliance. Merci beaucoup, Amiral. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux.
Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.